Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre premier invité, l'écrivain, voyageur, ethnologue Jean-Claude Deray, croit aux forces de l'esprit et étudie depuis 15 ans le chamanisme dans la société mongole. Ni folklore, ni superstition, juste l'expression d'un rapport total au monde. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Elisabeth. Je vous sens immensément curieux des chamans de Jean-Claude Deray, notre premier invité. Oui, je vais. Et du chamanisme. C'est connaître loin de un vous. nouveau monde, oui, on va essayer de Bonsoir Jean-Claude Deray. Et alors Bonsoir. précisément, confronté à un esprit rationnel comme celui d'Arnaud Le Formidable. Parmentier, C'est idéal. c'est le meilleur client? Je pense, oui. Qu'est-ce que c'est un chaman, Jean-Claude Deray? C'est un intercesseur entre la Oui. terre et le ciel, un poète, Alors, un en deux guide? mots, nous étions, enfin nos ancêtres, les premiers hommes, les premiers êtres de l'humanité, possédaient un pouvoir supérieur. C'était des dieux. Ils étaient en communication avec d'autres dieux. Ils étaient éternels, ils n'étaient jamais malades, ils ne vieillissaient jamais. Et puis, comme chez nous, avec la pomme, avec Ève et Adam, il s'est passé quelque chose. Ça a été le grain de sable qui a irrité l'œil divin. Ils sont retombés, nous sommes retombés effectivement très à terre. Et là, effectivement, on avait besoin de communiquer avec les dieux parce que on vieillissait, on tombait malade, on mourait. Et le chaman est arrivé, il est apparu. Mais dès l'aube de l'humanité, en fait, c'est la première racine des croyances en rapport, en direct avec les forces spirituelles. Alors vous avez découvert des chamans au Tchad et dans d'autres endroits africains, mais c'est ceux de Mongolie qui vous ont mobilisé pendant 15 ans. Voici ce livre, on en parle avec vous dans un instant, mais d'abord votre empreinte digitale, votre portrait Jean-Claude Deray, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Jean-Claude Deray sur internet, on découvre des photos de vous, cigarette à la main ou en mitouflé sur un cheval. On apprend aussi que vous êtes né ici, à Alep, en Syrie, il y a 67 ans. Mais c'est à Paris, à la Sorbonne, que vous étudiez la psychologie et surtout l'ethnologie. Cette science humaine et sociale vous entraîne dans de nombreux voyages. Vous partagez votre vie entre l'aventure et l'écriture, l'une et l'autre s'entremêlant pour nourrir vos lignes. Déjà 24 livres. La perle du fou en mer Égée, Black Cendrillon au Tchad, Les anges cannibales en Sierra Leone ou encore Notre voisin le diable en Inde. Et même une bande dessinée, Toubab or not Toubab. Au cours de tous ces voyages, vous commencez à vous intéresser au chamanisme. D'abord au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Papouasie avant de poursuivre en Mongolie. Là-bas, vous assistez aux rites sans être initié. Des rencontres que vous rapportez dans Le premier chant du monde, la renaissance des chamans mongols. Une résurrection car après l'invasion soviétique en 1920, le chamanisme est interdit pendant presque 70 ans, avant de finalement renaître de ses cendres. Mais son retour s'accompagne d'une nouvelle forme de marchandisation. Certains chamans mènent des carrières de pop stars avec leur propre émission à la télévision. En 2009 sort le livre autobiographique The Horse Boy, accompagné d'un documentaire. Rupert Isaacson y raconte son voyage chamanique en Mongolie pour aider son fils atteint d'autisme au contact des chevaux. Le retentissement de l'ouvrage n'aide malheureusement pas un pays où se développe le tourisme spirituel de masse. Lors de son sacre, en 1185, Gengis Khan aurait déclaré « Soyez les protégés du ciel et prenez bien soin de la terre ». Pourtant, les chamans ne se mobilisent pas non plus contre l'exploitation minière qui exproprie les éleveurs. Jean-Claude Deray, le chamanisme mongol s'est-il perdu quelque part entre les hommes et les puissances spirituelles? Jean-Claude Deray. Oui. Oui, les chamans se mobilisent en réalité pour l'environnement et contre l'exploitation minière. C'est essentiel. En fait, c'est le b.a.-ba, c'est la clé d'or de leur vie, de leur respiration. C'est le respect absolu, inconditionnel de la nature. De l'environnement. Et même quand on observe, quand on voit les bottes, les gutales, on appelle ça les gutales des chamans, avec le bout recourbé. Surtout, c'est pour ne pas écorcher la terre. Comment on dit chaman en langue mongole? Alors, il y a deux mots. Ouais. Il y a deux mots en khalkha moderne, parce qu'il y a différentes déclinaisons. Les hommes, c'est les femmes, c'est les Oudgan, et les hommes, c'est les Beaux. D'accord. Voilà. Votre premier chaman ressemblait à Taras Bulba. Absolument. C'est ça, il était Oui. bourriate et c'était en 2001. Oui. Ce livre décline plusieurs portraits. Est-ce qu'il y en a un tout particulièrement qui vous a véritablement frappé par son intuition, En par fait, sa... je pense que tous force. m'ont frappé parce que tous avaient une spécificité. Il y a un tronc commun, bien sûr, dans la cosmologie, etc. Mais tous, certains sont pour la divination, d'autres pour les guérisons, le troisième pour... En fait, le chamanisme, c'est quoi? Il y a deux voies. Je bricole, je suis chaman, je suis néo-chaman, je me mets dans la peau d'un chaman. Je bricole quand vous n'allez pas bien. Donc, appel en amour, en argent, etc. Vous m'appelez, ça coûte pas très cher, et je m'occupe de vous. Et vous avez les autres chamans qui, eux, s'occupent de la nation, comme du temps de Genghis Khan.
où ils avaient un rôle essentiel. Il y en avait un que Genghis Khan a raccourci parce qu'il se mêlait trop des affaires. Raccourci, ça veut dire étété. Oui, décapité, c'est ça, voilà. c'est ça, étété. Donc on l'a raccourci. Et ce qui fait que maintenant, cette voie, elle est caduque. D'accord. Maintenant, c'est le nouveau chamanisme. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, après le départ des Russes et de la colonisation qui a été catastrophique pour le chamanisme. Alors moi, je voudrais bien Arnaud. comprendre exactement l'ampleur du chamanisme en Mongolie. Est-ce que vous dites dans votre livre, c'est très bien écrit, le chamanisme est un feu follet spirituel perdu dans l'infinité du ciel. Il n'est pas le fait d'une personne, mais de tout un clan qui participe à cet héritage culturel. Les Mongols font du chamanisme sans le savoir. Oui. Est-ce que les 3 millions de Mongols sont chamanistes? Est-ce que c'est une religion, j'allais dire pas d'État, mais partagée par tout Alors, le monde d'abord, pour les c'est- néophytes, pour ceux qui ne comprennent D'abord, pas. est-ce Ce une n'est pas une religion? religion. Voilà. Ce n'est pas Déjà. une religion. C'est le premier feu sacré qui est apparu sur Terre à l'aube de l'humanité. Et Vous nous aujourd'hui- l'avez dit. Aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui. Et après, les religions, bien sûr, viennent avec leurs branches se fixer, phagocyter. Mais au départ, c'est le chamanisme, c'est comme ça. Chaque Mongol est chaman à sa façon. Il le dit, c'est-à-dire si je rencontre Absolument. un Mongol, il va me dire je suis chaman. Il va pas me dire, Il n'a pas besoin d'aller voir un chaman. Il peut, lui, parce qu'il y a le feu. Mais il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas des rites d'initiation. Alors, il y a la tradition. Même les femmes peuvent être chamanes. Absolument. Il y a Et une ce sont- parité totale. Et ce sont des chamans extrêmement doués, très sensibles. Et il y a de plus en plus de femmes chamanes. D'accord. Donc, les gens, par exemple, le maître qui est dans sa yourte, il est chaman à sa façon, parce qu'il parle au feu, à l'esprit du feu. Il s'occupe, il sait comment soigner ses animaux, avec des prières, avec des rites, des hommages, etc. Donc, en fait, il y a un bain culturel après l'invasion russe qui fait que ça sent, ça respire, ça fleurit le c'est un chamanisme. bain culturel ou un effet mode? C'est-à-dire que grosso Non, modo- alors l'effet mode, c'est touriste, hein, c'est les Oui, touristes. mais c'est la question. C'est les touristes, c'est une bonne question. C'est le touri- tourisme spirituel. C'est le hein. tourisme. Alors, son origine, c'est Arner, c'est le cet Américain en 1970 qui a bricolé du chamanisme et qu'on a fait une sorte de thérapie, de psychothérapie personnelle pour que les gens se sentent mieux. Mais en fait, alors les touristes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez évoqué l'histoire de l'enfant Horseboy. Effectivement, le chaman qui s'est occupé de cet enfant en une nuit, en un rite, a fait payer $500 et l'enfant a été guéri, alors qu'il était absolument condamné par tous les psychiatres en tant qu'autiste. Qu'en déduisez-vous? Alors, j'en déduis que, effectivement, c'est encore une preuve du pouvoir que possèdent encore les chamans. Alors, il y a des stages en Europe, en France, des stages d'initiation au chamanisme. Vous en parlez, Nadia? Oui, il n'y a pas besoin de partir très très loin Quel pour prix, découvrir quel le prix. chamanisme. On peut aller à Génac, en Charente, vous connaissez peut-être, où se déroule chaque année depuis 10 ans le Festival du chamanisme. La dernière édition s'est achevée il y a à peine une semaine, je crois. Elle a accueilli des chamans français et plus de 300 chamans du monde entier, plusieurs milliers de visiteurs. Alors j'ai jeté un œil au prix, comme ça, par curiosité, c'est pas très cher. 50 € la journée, 90 les 2 jours. C'est moins cher qu'un autre festival qui se déroule dans le Jura, où il faut débourser 300 € quand même pour, je cite, fumer des pipes sacrées, pénétrer dans des huttes à sudation ou apprendre la formule pour se protéger des ondes Wi-Fi. Et sur Internet, j'ai même trouvé des stages d'initiation à distance. Il y a une grosse promo en ce moment, 179,99 € le cours à télécharger, le pack à télécharger. Comment on fait le tri dans tout ça? Comment est-ce qu'on débusque les charlatans? Et est-ce qu'il y en a Alors, beaucoup des charlatans? Comme disait un des chamans, cette question pèse plus lourd que vous. C'est véritablement la question clé. En fait, ma propre expérience, Oui. parce que j'ai lu des dizaines d'ouvrages, je voulais savoir ce qu'il en était du chamanisme en Amérique du Sud, etc., pour pouvoir comparer. Et il y a un tronc commun. Et j'ai appelé 2 chamans. J'ai eu affaire à 2 chamans français, un qui est celtique, qui est en Alsace, et l'autre qui est à la chaux de fond, donc en Près du Suisse. Jura. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un ordre des chamans comme il y a un ordre des médecins? Non, alors en fait, si on se base sur la Mongolie, en Mongolie, il y a un effectivement- ordre. Il y a une association qui essaye, De c'est réguler. Jargal Saikhan dont je parle, et qui essaye de mettre de l'ordre là-dedans, mais c'est véritablement, il y a tout. Il y a de tout. Alors, comment on peut distinguer un vrai d'un faux chaman? Ce qui se passe, Rapidement, Jean-Claude Deray. c'est que la plupart des chercheurs, des journalistes et des Des cinéastes ethnologues. rentrent dans une yourte. On leur dit que c'est un chaman, ça coûte tant, ils payent, ils ont un guide qui n'y connaît rien, qui parle mal français, mal l'anglais, et eux retranscrivent. Donc ça donne des propos, c'est vraiment ubuesque. Je me suis basé sur certains articles pour aborder tel ou tel chaman, et tout était faux. Alors comment peut-on savoir?
Il y a une sorte d'aura quand même. Hein. Il y a le bouche à oreille. Il y a cette association qui peut vous donner des éléments. Le troisième, c'est suivre les rites. S'il soigne, bon, la divination par exemple. Il faut y rester combien de temps? C'est-à-dire pour s'imprégner du chamanisme, vous y avez passé combien de temps? 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et ma 15 campagne ans. était un peu Jean-Claude chamane. Deray, une dernière question. On n'aura pas le temps d'explorer les modes de démystification des charlatans. Une dernière question. Parlez-nous juste de Hank Bayard, un des chamans que vous avez rencontré. Il m'a profondément marqué. Qui vous a marqué parce que d'abord, il vous a dit des choses très gentilles sur ce livre. Et puis Les aussi autres parce aussi. que... Les autres aussi. Et parce que il voit quelqu'un, il voit une aura qui flotte Alors, à côté. lui, c'est dans la rue. Je lui ai dit. Oui, on est dans la en fait, métaphysique. ce qui était important, c'était de casser le discours stéréotypé des chamans. Ouais. En fait, c'est un long fleuve qu'on retrouve dans les ouvrages, qui est très classique. Moi, je voulais avoir un vrai contact avec eux. Alors, Hank Bayard, je lui ai dit, si tu veux, je veux saisir ta petite musique. Et il a joué le jeu à fond. Donc, je raconte en détail, on va pas revenir là-dessus, mais j'ai dit, quels sont tes pouvoirs? Il me dit, je suis dans la rue, je vois quelqu'un qui passe, j'ai dit, il va mourir. Je dis, à quoi tu le vois? Eh ben, il y a son ombre qui est décalée, qui a une couleur différente. Il aborde une femme avec son petit enfant, son bébé dans une poussette. Il dit, faites attention, votre bébé va mourir demain. Et elle prend son sac, elle le bat, elle hurle à mort, et lui s'enfuit au galop. Le lendemain soir, il rôde dans le quartier, et l'enfant a été renversé par une voiture. Alors, voilà. Donc, il y a des pouvoirs. Alors, pour la divination... La suite Alors, dans le livre. ce qui était important, c'est que je puisse tester. C'est fini. C'est fini? Mais oui, c'est déjà fini. Ah. Mais oui, Jean-Claude Deray, le premier chant du monde, c'est un long chant et il est passionnant.